Bonsoir, bilan de plus en plus lourd au Bangladesh, menacé ce soir par un nouveau cyclone. Pas question d'échanger les territoires occupés contre une promesse de paix. C'est le coup de froid d'Israël sur la tournée de James Baker au Proche-Orient. Enfin, Ayrton Senna, vainqueur du Grand Prix de Formule 1 de Monaco. Ce sont les titres du 19-20, auxquels j'ajoute bien sûr le cinéma. Nous sommes ici en direct à Cannes et vous avez à l'image, je l'espère, des invités qui se pressent sur les marches du palais des festivals pour assister à la projection de Rhapsody en août, et notamment Akira Kurosawa, qui est le réalisateur donc, de son nouveau film Rhapsody en août. Image ici à Cannes donc, de la cérémonie ce soir et de la projection du film de Kurosawa. Le cinéma donc à l'honneur, vous l'avez aperçu il y a quelques secondes, c'est le comédien et producteur Jacques Perrin qui est ce soir le grand témoin du 19-20, le film que vous avez produit hors la vie entre deux mains en compétition à Cannes. Nous en parlerons longuement tout à l'heure avec Henri Chapier. L'actualité donc est le coup de froid israélien sur la tournée de James Baker au Proche-Orient. Alors que le secrétaire d'État américain est arrivé hier soir à Damas, qu'il sera dans 2 jours dans l'État hébreu, le Premier ministre Yitzhak Shamir a adopté une position intransigeante quant au règlement de la question israélo-palestinienne. Il s'est engagé notamment à ne jamais échanger les territoires contre une quelconque promesse de la paix. Commentaire de Claire Sébastien. Diplomatie croisée au Proche-Orient. Après la visite il y a 2 jours d'Alexandre Besmernik en Israël, c'est au tour de James Baker de se rendre à Jérusalem. C'est la première visite du ministre soviétique à l'État hébreu, la 4e et dernière tentative pour le secrétaire d'État américain depuis la fin de la guerre du Golfe. Objectif de ce ballet diplomatique, obtenir l'organisation d'une conférence régionale de paix où Arabes et Israéliens seraient assis à la même table des négociations. Cette nouvelle initiative de paix, tentée conjointement par Moscou et Washington, ne s'annonce pas pourtant sous les meilleurs auspices. Toujours intransigeant sur le problème des territoires occupés qu'il considère comme partie intégrante d'Israël, Yitzhak Shamir reste sur des positions très dures et refuse toujours la participation de l'OLP. En annonçant que les États arabes du Golfe sont prêts à s'asseoir à la table des négociations, Baker espère adoucir la position israélienne. Les pays adhérents du Conseil de coopération du Golfe, Arabie Saoudite, Koweït, Émirats Arabes Unis, Qatar, Oman et Bahreïn, ont en effet donné leur accord pour participer au processus de paix en tant qu'observateurs. Une initiative considérée ce soir comme un progrès par le ministre israélien des Affaires étrangères Daniel Levy. Un progrès dont s'entretiendront sans doute ce soir au Caire James Baker et son homologue soviétique. Jacques Perrin, que vous inspire la situation actuelle au Proche-Orient ? Je crois à la suite des derniers événements, je crois qu'il ne faut surtout pas se désespérer de voir des bouleversements dans les tractations pour une conférence sur la paix. Je crois que toutes les tentatives qui ont été faites jusqu'à présent ont été faites de ces espérances et à un certain moment, au contraire, de perte un petit peu de confiance. Je crois que la chose qui est importante, si les diplomates pouvaient instaurer ce climat de confiance qui était absolument nécessaire pour arriver à un accord sur la paix, je crois qu'effectivement on peut arriver à quelque chose. Mais c'est vrai, comment concilier des intérêts qui sont à ce point divergents quand on sait que qu'est-ce que réclament les Palestiniens, sinon que bien sûr une patrie, et ce que veulent les Israéliens, c'est une sécurité, c'est pas évident parce que ce sont des intérêts complètement contradictoires. Alors je pense qu'il y a une politique de petits pas qui est menée bien sûr par Baker, et on peut croire dans cette nouvelle création de l'ordre international qui semblait avoir les prémices il y a quelque temps, on peut espérer que quelque chose se passe. On peut espérer, mais il est bien évident que c'est un véritable combat. Le combat aussi est à faire pour la paix. Vous avez l'impression que le nouvel ordre mondial s'est mis en place aujourd'hui ? On a l'impression quand même que la situation était un peu identique à celle qui existait Je crois qu'elle n'a pas bougé quand on regarde ce qui s'est passé au niveau du Golfe ces derniers temps, et qu'on regarde la situation qui se passait, bien sûr, sur les territoires occupés en Israël, et ce qui se passait aussi en Irak, et ce qui se passait aussi au Koweït. Pratiquement, on reprend les cartes telles qu'on les avait distribuées ou jetées il y a un an, et les choses n'ont pas véritablement changé. Qu'est-ce qui a changé? Ce sont bien sûr peut-être que des mots, que des initiatives. Mais je crois qu'il ne faut pas qu'on s'arrête tout simplement au constat d'échec, mais de se dire que des tentatives ont été faites, qu'il faut les reprendre, et qu'il ne faille pas désespérer, parce que c'est vrai, malgré tout, avec cette espèce d'élan international qu'il y a eu ces derniers temps, quand on croyait qu'il y avait une véritable croisade pour la paix, et quand on voit ce qui s'est passé maintenant en Irak, il y a quelques lieux d'être tout à fait réservé. Après le cyclone du 29 avril dernier qui a fait 139 000 morts, le Bangladesh vit ce soir sous la menace d'une nouvelle tempête tropicale qui coïncide avec l'arrivée du typhon Walter sur l'est des Philippines. Les États-Unis déploient actuellement une force amphibie avec des milliers de soldats pour tenter de porter secours à la population bengalaise. Commentaire de Françoise Roy.
Cela fait maintenant 13 jours que le Bangladesh lutte contre les catastrophes à répétition et ce n'est pas terminé. Le pays est aujourd'hui menacé par une tempête tropicale en formation au sud-est du golfe du Bengale. Tempête qui pourrait, selon les spécialistes de Dhaka, se transformer en un nouveau cyclone dans les prochaines 24 heures. 139 000 personnes ont été tuées, 10 millions de personnes n'ont plus d'habitation, des milliers de gens n'ont reçu ni nourriture, ni eau potable, ni médicaments. Pourtant, l'aide au Bangladesh s'organise dans le monde entier. George Bush vient de dépêcher une force amphibie comprenant des milliers de Marines, des dizaines d'hélicoptères, des équipes médicales et des constructeurs pour aider à rebâtir les habitations et les ponts balayés par le cyclone. Mais il faut faire vite, les vents continuent de souffler et la montée des eaux, 3 mètres en certains endroits, ne permet pas aux survivants de s'organiser. Tempêtes, inondations, séismes, famine et maladies n'en finissent pas d'anéantir un pays harcelé sans répit par la fatalité. Bernard Kouchner, le secrétaire d'État à l'action humanitaire, qui était ce soir le grand témoin, l'invité du grand jury RTL Le Monde, a annoncé que la France allait débloquer 3 millions de francs en produits alimentaires de première nécessité et en équipement. Jacques Perrin, image terrifiante encore une fois, le tiers-monde reste condamné à vivre en fonction d'étapes qui se répètent, des bons sentiments des pays développés. Effectivement, c'est une tragédie qui se perpétue. Cela dit, en ce qui concerne le Bangladesh, vous vous souvenez qu'il y a quelques hommes politiques qui, il y a quelque temps, sont allés survoler ces régions et qui pensaient que, de la même façon que les risques qui existent en Hollande, en d'autres temps, il y avait lieu de construire des digues. Et je crois qu'il y a eu des concertations et même des plans qui ont été adoptés. En tout cas, on peut réaliser qu'en ce moment, ils n'ont pas été mis en œuvre. Mais c'est vrai que c'est dramatique de voir, d'autant plus qu'on le sait, c'est pas simplement que des tremblements de terre qui sont plus ou moins imprévisibles, les intempéries, l'effet de raz-de-marée, on sait qu'on peut s'y opposer par la construction de certaines digues. Ce que je trouve qui est bien dans ce que vous avez relaté là maintenant, c'est qu'il y a des institutions militaires qui vont se rendre, qui après avoir participé donc à les opérations du Golfe, prennent aussi des opérations en matière de défense dans la paix. C'est-à-dire qu'elles ne sont plus là que pour la défendre, mais aussi pour l'accompagner. Et je trouve que ça c'est une notion, que les casques bleus de la paix aussi, c'est une des choses qui est importante. L'opération Gallant Provider en Irak, les 200 000 réfugiés kurdes quittent les montagnes à la frontière irako-turque. Des convois entiers les acheminent pour l'instant dans une zone démilitarisée au nord de l'Irak. Mais le rapatriement envisagé dans leur région d'origine reste soumis au déblocage politique et militaire de la situation. Commentaire de Laurence Bobillier. 40 jours après avoir fui leur maison, les réfugiés kurdes remontent dans les camions pour un voyage en sens inverse. Ils rentrent chez eux sous le contrôle des forces alliées. L'opération Gallant Provider devrait permettre le rapatriement de 260 000 Kurdes. Mais à peine commencée, elle se heurte déjà à 2 problèmes. Les camions manquent et les réfugiés hésitent à quitter les camps. Hier, 7 000 d'entre eux auraient dû emprunter le chemin du retour. Or, dans l'après-midi, il n'était que 1200 à avoir accepté de redescendre des montagnes. Sans eux, sans les Américains, nous aurions très peur de Saddam. Vous pensez qu'il reviendra pour vous tuer? Oui, nous le croyons vraiment. Et quand enfin ils arrivent dans leur ville ou village d'origine, les réfugiés retrouvent bien souvent leurs maisons détruites ou pillées par l'armée irakienne. Comme ici à Kadish, au nord de l'Irak, une ville située dans la zone de sécurité. Reste en suspens le problème de Dohouk, ville occupée par l'armée de Saddam Hussein, d'où sont originaires 100 000 réfugiés. Depuis une semaine, discussions entre Peshmerga, Irakiens et alliés se succèdent pour tenter de trouver un compromis sur cette région. Sans cet accord, aucun Kurde n'acceptera d'y revenir. Vous êtes un producteur, un comédien engagé, un homme de conviction. On ne vous a pas entendu, au contraire d'autres intellectuels ou artistes, pendant la crise ou même pendant la guerre du Golfe. Je trouve qu'il faut se méfier un petit peu des interventions que peuvent avoir de temps en temps des intellectuels sur tout sujet et sur toute actualité. Je crois que de temps en temps, on doit s'imposer une certaine réserve. Cela dit, j'ai la commande ce soir. Mais l'expérience du Golfe, et on va parler tout de suite après des Kurdes, l'expérience a prouvé que sur un conflit qui a duré pendant 9 mois, les points de vue ont été très nuancés, sinon complètement contradictoires. C'est tout à fait étonnant. Donc de temps en temps, je pense qu'on doit réfléchir avant de répondre tout de suite à l'actualité. En ce qui concerne les Kurdes, on indiquait là, dans les commentaires que les Kurdes, peut-être quelques jours, allaient revenir vers des zones de regroupement ou de revenir vers leur village. Je crois qu'il y a une chose qui serait très très simple, c'est bien évident, s'ils revenaient vers la démocratie.
Et si la démocratie existait donc en Irak et dans le Kurdistan, dans les Kurdistans, qui sont ceux de la Turquie, de l'Iran et de l'Irak, je pense que les gens reviendraient beaucoup plus naturellement. Est-ce que nous y sommes? Je ne crois pas que l'homme de la situation soit Saddam Hussein. Et je crois que tant que ça n'est pas réglé, il restera. Sinon, qu'est-ce que l'on risque de faire? Le problème, le danger, c'est d'avoir d'autres territoires occupés et d'avoir aussi une autre Cisjordanie en Irak, et ça, ou des camps de réfugiés Boat People. En France, une poignée de militants royalistes se sont heurtés aujourd'hui aux forces de l'ordre après l'annulation de leur manifestation vouée au culte de Jeanne d'Arc. Manifestation qui avait été interdite par le préfet de police de Paris. Échauffourée, arrestation et même refuge provisoire d'une cinquantaine d'entre eux parmi les tombes du Panthéon. Commentaire de Jérôme Catala. Ils avaient occupé l'année dernière les tours de Notre-Dame, ils ont choisi cet après-midi le Panthéon. Pendant 2 heures, une cinquantaine de jeunes monarchistes de la Restauration nationale ont nargué les forces de l'ordre en se cadenassant à l'intérieur du bâtiment. Mais les royalistes avaient commencé la journée ce matin en déposant une gerbe de fleurs au pied de la statue de Jeanne d'Arc, place des Pyramides. Et là encore, malgré l'interdiction de la manifestation, les monarchistes ont voulu fêter leur sainte à leur façon, résultat des interpellations quelque peu musclées. Aucun gouvernement, autre que celui-ci, a interdit la fête de Jeanne d'Arc. Je constate qu'il n'y a que la Gestapo qui l'a interdit. Pointe à la ligne. Une quinzaine de jeunes royalistes interpellés ce matin, 96 cet après-midi. C'est presque la totalité des manifestants de la Restauration nationale qui ont fini la journée au poste avant d'être libérés par petits groupes. Société, l'histoire troublante du petit Johan, âgé de 8 ans, envoyé par ses parents dans une école religieuse en Inde. Ses grands-parents, aujourd'hui, accusent leur propre fille d'avoir envoyé l'enfant dans une secte et ils réclament devant la justice le retour en France de leur petit-fils. Commentaire d'Hervé Guéquière. Sahaja Yoga, c'est le nom de la secte indienne qui scolarise Johan. Depuis plus d'1 an, le petit garçon vit dans le nord de l'Inde où il a été envoyé par ses parents. Mais aujourd'hui, ce sont les grands-parents de Johan qui saisissent la justice pour faire revenir leur petit-fils en France. Sa place, ce n'est pas en Inde parce que nous ne savons même pas s'il reviendra un jour pour l'instant, voyez-vous. Alors nous voulons nous servir de notre droit de grands-parents et par ce biais-là, pouvoir agir pour le faire rentrer. Les grands-parents, nous n'avons pas beaucoup de moyens. Et comme la justice est très lente, vous savez, nous ne savons pas quand nous le reverrons. Mais les parents de Johan contestent et affirment que l'école de leur enfant n'a rien à voir avec la secte Sahaja Yoga. C'est absolument pas une secte. Et on peut dire qu'on a mis notre enfant où on apprend vraiment les sciences de la nature. Voilà, je crois que ça peut résumer que fait les sciences de la nature et des arts. Enfin, les grands-parents de Johan affirment que le cas de leur petit-fils n'est pas isolé et que de nombreux enfants sont concernés. Il y a beaucoup d'enfants en France, en Italie, qui sont sur le point aussi de partir, qui sont dans des ashrams et qui sont sur le point de partir. J'en connais quelques-uns. Je me demande, la grosse question que je me pose, c'est que veut-on faire de ces enfants ? Troublant d'histoire, comme vous le disiez Jacques Perrin. Voici maintenant les autres faits marquants de l'actualité en France et à l'étranger sous forme de télégramme et avec le commentaire ce soir d'Anne Gouraud. L'inauguration de l'aérodrome privé de Sept-Fonds a viré au cauchemar. 2 accidents successifs d'avions de voltige ont provoqué la mort d'un pilote, tandis qu'un second était grièvement blessé. Au cours de l'entraînement, le premier aviateur aurait perdu le contrôle de son appareil. L'autre accident s'est produit durant le meeting aérien. À la fin d'une figure, un Cap 10 de l'armée de l'air s'est écrasé près de la piste. Suite de l'affaire Laurence, assassinée mardi dernier, plusieurs centaines de personnes ont été interrogées et 80 km² passés au peigne fin depuis hier dans le nord-est de Metz. Les enquêteurs recherchent les témoins ayant circulé aux alentours de Servigny la nuit du meurtre. William Kennedy Smith a été libéré contre le versement d'une caution de $10 000. L'étudiant en médecine âgé de 30 ans qui s'était rendu hier à la police de Palm Beach a déclaré attendre avec impatience la tenue du procès. Le neveu du sénateur Ted Kennedy a été inculpé pour violence sexuelle aggravée à la suite d'une plainte déposée par une jeune femme de 29 ans. Retour de vacances égale journée rouge sur les routes de France et sur l'agenda de Bison Futé. Pourtant, jusqu'à maintenant, tout s'est relativement bien passé. Les conducteurs ont été moins nombreux que prévu à prendre le volant à partir de 15 h. Jusqu'à 22 h, la région parisienne reste toutefois sous haute surveillance.
Les sports, malgré leur sursaut d'orgueil, Jean Alesi et Alain Prost, qui se sont classés respectivement 3e et 5e, n'ont pu empêcher le nouveau triomphe d'Ayrton Senna cet après-midi dans le Grand Prix de Formule 1 de Monaco. Le Brésilien a signé un record historique, 4e victoire consécutive. Commentaire, Jean-Philippe Guillard. Ayrton Senna en tête, c'est le scénario habituel des Grands Prix de Formule 1 cette saison. Pendant 78 tours, le Brésilien va parcourir la piste seul, sans jamais être sérieusement menacé. Sur un circuit où il a déjà terminé 3 fois en vainqueur, son avance sur son second Stefano Modena va atteindre rapidement les 20 secondes. Modena tente de revenir, mais le moteur Honda de sa Tyrrell explose, provoquant un tête-à-queue de Ricardo Patrese sur Williams Renault. Les deux hommes vont grossir la liste des abandons, inaugurés dès le premier tour par Berger et Piquet. Une chance pour Prost et Alesi, qui en profitent pour s'accrocher derrière Senna. Dans cette course par élimination, le Brésilien continue son cavalier seul et laisse ses adversaires se disputer les places d'honneur. Dans ce virage, c'est finalement Nigel Mansell sur Williams qui double Prost pour s'emparer de la 2e place. Curieusement, Alain Prost décide de changer de pneumatique à 6 tours de l'arrivée. Un écrou bloqué lui fait perdre du temps, trop de temps, et Jean Alesi 3e, puis Roberto Moreno 4e vont le dépasser. Prost ne terminera que 5e. 30e victoire pour Ayrton Senna, premier pilote de l'histoire de la F1 à s'imposer 4 fois de suite. Avec 40 points, il accentue son avance au championnat du monde. Prost, 2e au classement général, a maintenant 29 points de retard sur le Brésilien. J'ajoute en rugby que les demi-finales du championnat de France opposeront Bègle-Bordeaux à Béziers, alors que le Racing rencontrera le Stade Toulousain. Le cinéma maintenant, et l'entrée en compétition demain à Cannes du film Hors la vie que vous avez produit, Jacques Perrin. C'est un film librement inspiré du livre de Roger Hawk, ancien otage du Liban. Livre et film qui raconte avec beaucoup de force la réclusion d'un photographe à Beyrouth. Le film de Maroun Bagdadi est une sorte de long voyage au bout de l'exclusion. Exclusion d'un monde dans lequel geôliers et prisonniers sont les otages d'une représentation plutôt macabre. Tu n'as pas le droit, je vais te libérer. Ahlan, ahlan. Le frère du chef n'a pas été libéré? Il n'y a ni chef ni frère de chef. Il n'y a que toi et moi. Alors Henri Chapion, on ne peut pas sortir d'un film comme celui-ci complètement indemne, j'imagine. Oui, moi je crois que Bagdadi nous parle du Liban en apparence, c'est-à-dire que bien sûr c'est fidèle au récit de Roger Hawk, mais heureusement il y a autre chose. Il y a ce qu'il y a dans Shakespeare, c'est-à-dire un condensé des passions humaines, et de nos jours, c'est au Liban que tout ça s'est passé. Mais attention, nous sommes tous des Libanais, c'est ça qui nous dit Bagdadi. Il connaît bien le terrain, mais il faut comprendre de quoi nous sommes tous capables partout et dans ce monde qu'on dit occidental. Faut pas dire, attention, c'est des orientaux, on repousse, faut dire, nous sommes tous coupables de ça, eux et nous. C'est pour ça que ce film dérange, c'est pour ça qu'il y aura des controverses, et c'est pour ça que je crois qu'il faut le saluer très fort. Alors Jacques Perrin, qu'est-ce qui vous a poussé à produire ce film? Parce que le Liban a fait partie beaucoup de nos actualités, et bizarrement, on n'a toujours reçu que de façon fragmentaire le Liban. C'est toujours des images chocs, des images qui étaient terribles, sinon insupportables, mais de savoir quelque chose qui est beaucoup plus grave, qui est intérieurement cette espèce de la façon dont les gens le vivent. Et ce qu'a voulu faire Maroun Bagdadi, et je pense qu'Henri Chapier a tout à fait raison, c'est vrai que c'est une tragédie. Et on n'en parlera pas, pour une fois, au niveau de l'actualité ou au niveau d'appartenance politique. Mais de savoir que dans cette tragédie, il y a des gens qui vivent, il y a des gens qui la vivent quotidiennement. Et que de cette quotidienneté, il y a
un témoin qui est un otage et qui ne vit pas au milieu des geôliers, mais qui vit au milieu d'une autre tragédie qui est celle de ces gens qui sont pris eux aussi dans l'otage d'une société complètement en désarroi. Alors on l'a vu sur les deux extraits que nous avons passés, que ce soit à 19h ou là à l'instant, Hippolyte Girardot, complètement pénétré de son rôle, complètement investi dans ce film. Oui, tout à fait. Je crois que Hippolyte s'est laissé complètement aspirer complètement par le gouffre, par cet enfermement, et qui est encore une fois comme le miroir du Liban. On ne connaît qu'une toute petite notion de ce qui se passe à travers ce film, mais cette petite particularité est d'une certaine façon universelle. C'est qu'à l'intérieur, toutes les souffrances sont traduites par 5-6 personnages. Et je pense que quand on parle de la tragédie de gens, c'est difficile de parler de la tragédie d'une population. D'en parler de quelques-uns, c'est parler beaucoup mieux de la population. Esther Lavie, donc le film en compétition demain à Cannes. Le film en compétition aujourd'hui au festival, c'est un film danois, Europa, dont on va beaucoup reparler, de Lars von Trier, l'histoire du retour dans l'Allemagne de 1945 d'un jeune Américain d'origine allemande confronté aux passions et aux violences consécutives à la guerre. Voici la chronique du festival de Michel Vial qui débute avec l'hommage rendu hier soir à Jacques Demy. Les ressorts ambigus de la mémoire. Ils réunissent à des titres divers les deux films dont on parlait aujourd'hui sur la croisette. D'abord, présenté hors compétition hier soir, les souvenirs d'enfance de Jacques Demy, mis en scène avec une fidélité amusée par Agnès Varda, Jaco de Nantes. Ça vaut mieux que de faire le jeu. Maman, c'est chouette, il n'y a plus d'école, on est en vacances. C'est à cause de la guerre. T'as pas Blanche-Neige? Non. De toute manière, je m'en fiche, parce qu'elle, elle sait pas faire grand écart. Et moi, si. Vas-y, essaie, toi. Qu'est-ce que tu fais? Ballerine. Il avait un plaisir très enfantin à ce que son enfance soit valorisée. Donc, je n'ai jamais eu de doute que je lui faisais plaisir en faisant ce film. Je n'ai jamais eu de doute que ça nous aidait tous les deux à être occupés à quelque chose de léger, de plutôt heureux. Et puis en compétition pour le Danemark, Europa de Lars von Trier, le premier film sombre et superbe de la jeune génération sur la dernière guerre. Un voyage cauchemardesque dans une Allemagne en proie à ses ruines et à ses remords. Un rôle sur mesure pour Jean-Marc Barr, né en Allemagne et ballotté entre sa double identité américaine et européenne. On a été conditionné de ne pas aimer les Allemands. C'était fait par la média, par les films, partout. Je sais pas, pour moi, maintenant, j'ai plus cette racisme. L'Allemagne, en tout cas, la façon dont les Allemands, ils ont réagi pendant la dernière guerre, j'étais beaucoup plus fier d'eux que d'autres gens. Donc je pense qu'ils ont pris leur leçon, et c'était en plus une leçon qu'ils n'ont pas méritée eux-mêmes comme peuple, parce que c'était seulement la folie d'une personne. Hein. Quant à celle que tout le monde attend, elle est bien arrivée. Madonna, depuis hier, se cache dans cet hôtel, et si son humeur le permet, nous la verrons peut-être en chair et en os demain soir sur les marches du Palais. Alors Henri Chapier, restons sur le film Europa dont vient de parler Michel Vial. C'est à votre avis un lauréat en puissance? Oui, je suis sûr qu'il aura soit un grand prix spécial du jury, soit une palme d'or, mais je suis obligé de corriger un tout petit peu ce qu'a dit Barr, qui en est l'interprète. Ce n'est pas du tout disculper l'Allemagne nazie ou le peuple allemand, c'est pas ça le film. Le film, tout de même, est très culotté dans la mesure où il montre que les Alliés, notamment les Américains, avaient leurs intérêts, que tout de suite on a vu arriver le grand capital américain qui a un tout petit peu gommé certaines aspérités, collaboré avec d'anciens nazis, mais le problème n'est même pas politique, c'est un problème d'émotion. Rossellini avait fait Allemagne année zéro, disons que Lars von Trier le refait d'une autre manière, dans une belle écriture, et que je crois que c'est un grand film, et qui aura controverse, mais qui gagnera quand même. Alors à votre avis, Henri, les controverses sont nées. Jacques Perrin, c'est votre avis aussi? Votre film demain va provoquer, va susciter des controverses, la polémique, c'est obligatoire à Cannes? Je ne sais pas si c'est obligatoire, mais en tout cas pour notre film qui se veut singulier, de le présenter dans un cadre tout aussi officiel que celui de Cannes, c'est bien de montrer les choses avec un contraste. Et je pense que notre film, effectivement, est contrasté. Je n'ai pas vu Europa, mais de ce que dit Henri Chapier, j'ai très envie de voir ce film. Oui, tout à fait. Et dans le cas du Liban, justement, vous avez voulu échapper à la guerre confessionnelle, mais comme il y a un plan, on voit un chrétien un peu amoché, on va accuser Bagdadi de prendre parti, ce qui est faux, je tiens à le déclarer avant la polémique. Merci Henri Chapier.
puis on vous retrouvera dans Soir 3 pour parler évidemment encore plus longuement peut-être de cinéma. Merci Jacques Perrin d'avoir été ce soir le grand témoin du 19-20. Bonne chance à Hors la vie, donc présenté demain en compétition officielle à Cannes, film de Maroun Bagdadi que je vous recommande d'ores et déjà. Dans un instant, la météo de Michel Touré. Je vous retrouve pour une édition spéciale de Soir 3 en direct de Cannes à 22h20. Très bon début de soirée.